demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus, parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille et au jour le jour. Le Clémy vous propose un nouvel épisode de votre série préférée, La famille tout écran bien sûr. Et elle nous fait l'honneur d'être sur ce plateau aujourd'hui, c'est Jeanne Dreyfus. Bonjour Jeanne. Bonjour Lisa. De quoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui ? On va parler d'une BD absolument bouleversante, parue aux éditions Vuibert sur une rescapée de l'État islamique en quête de liberté, et le titre de la BD. Et puis, on le répète souvent ici, l'IA, c'est génial, mais à condition seulement de savoir l'utiliser. Aujourd'hui, on va donc parler d'éducation, de recul, de sens critique. On va aussi découvrir comment les écoles et les chercheurs travaillent ensemble pour former une génération qui ne subit pas l'IA, mais la maîtrise. Et c'est avec un visage bien connu de l'école du futur, c'est Damien Douani. Bonjour. Bonjour Lisa, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes responsable de l'innovation pédagogique pour Narrative. On découvre tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, place au focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. Dans l'école du futur, on va parler d'intelligence artificielle, une fois n'est pas coutume, mais surtout de comment garder la tête froide quand un outil nous répond avec beaucoup d'assurance, même quand il se trompe. Et justement, un événement entier se penche sur ces enjeux que sont l'éducation et l'esprit critique. Il démarre dans quelques jours et nous avons le plaisir de recevoir l'un de ses intervenants. C'est tout de suite dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Damien Douani, responsable de l'innovation pédagogique pour Narrative, mais aussi, et c'est important de le dire, un ancien chroniqueur de cette émission. C'est pourquoi nous sommes ravis de le recevoir aujourd'hui. Alors Damien, vous êtes ici pour nous parler, je le disais, d'éducation à l'intelligence artificielle et plus spécifiquement d'un événement, une conférence Génération AI qui se déroulera les 9, 10 et 11 décembre prochains à la Défense. Alors pour commencer, Damien, peut-être petite mise en contexte, qu'est-ce que cet événement dans les grandes lignes ? Alors dans les grandes lignes, c'est un événement donc, qui aura lieu sur 2 jours, enfin 3 jours, et qui va réunir à la fois des faiseurs, des innovateurs, des penseurs et des experts de l'innovation et de l'intelligence artificielle générative. Et l'idée, ça va être de parler, alors aujourd'hui le sujet dont on entend, c'est-à-dire en gros l'impact sur les entreprises, mais pas que. On va bien sûr parler de la création, on va parler de l'enseignement, on va parler des angles morts aussi de l'intelligence artificielle, comme par exemple les surpromesses, ou bien les échecs, ou les l'empreinte écologique de l'IA, la place des femmes aussi, et bien sûr, aussi et surtout, de l'éducation. Alors bien évidemment, on s'en doute, ici on va faire un petit focus sur la partie éducation. Mais alors à qui s'adresse finalement à qui s'adressent ces conférences ? Est-ce que c'est plutôt à des experts, à des enseignants ? Alors c'est une conférence qui est très large et donc tout le monde va y trouver un peu son bonheur. C'est effectivement, il y a on va dire des conférences qui sont vraiment dédiées à des experts plutôt techniques, d'autres qui sont à des dirigeants, d'autres qui peuvent être à des entrepreneurs et puis aussi à du grand public. Donc l'idée c'est vraiment d'être très large pour qu'on ait chacun la possibilité de faire un peu son programme en fonction de ce que l'on aime, de ce que l'on entend, qu'on a envie, on va dire. Et à la différence d'autres grandes conférences qui très souvent vont être très orientées autour du monde de l'entreprise et cette question de la productivité de la génération de l'intelligence artificielle, nous, on a voulu mixer à la fois ces sujets-là, qui sont importants, bien sûr, mais aussi une réflexion critique, un esprit critique, une distanciation un peu par rapport au sujet, en introduisant d'autres choses, d'où le fait que ce soit, on va dire, ouvert au plus grand nombre. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de votre regard d'expert, j'aimerais savoir quel est le plus grand risque, selon vous, si on n'éduque pas à l'IA dès maintenant ? Alors, l'IA, d'abord, c'est pas une mode. On se pose toujours cette question. Il y a très peu de temps, ChatGPT fêtait ses 3 ans. Et aujourd'hui, donc c'est bien la preuve que c'est un outil qui, on va dire, est vraiment intégré dans nos vies, ou tout le monde dont on entend énormément parler, et tout le monde a au moins utilisé une fois ce chatbot. Donc, très clairement, c'est on va dire une technologie qui est présente. L'enjeu, justement, c'est parce qu'elle est présente et qu'elle a cette appréhension de facilité. On a cette sensation de je parle à la machine, elle me répond, et donc c'est un fantasme que l'on a depuis des années dans les livres, les science-fiction, dans les films. On peut ne pas se méfier de celle-ci. Et donc, il est important d'avoir du recul sur comment elle fonctionne
fonctionne vraiment, et faire en sorte de faire attention aussi aux biais que celle-ci peut porter, parce qu'avant tout, ça reste avant tout un miroir, et ça reste aussi une sorte de, on va dire, de perroquet statistique, au sens où elle n'a pas de conscience, elle n'a pas d'esprit critique, elle n'a pas de libre arbitre, ça reste avant tout une machine. Et alors, au contraire, quelle serait la plus grande opportunité si on la maîtrise bien? Eh ben, je pense que ça peut être un vrai accélérateur de plein de choses. Alors, il n'y a pas que la question de se dire je vais gagner du temps. C'est aussi quelque chose qui va nous permettre de faire plein d'éléments. Enfin, à commencer par, on va dire, quand on a une question qu'on se pose, on peut avoir une réponse. Alors, c'est pas un Google forcément, mais ça veut dire, ça peut être vraiment une sorte de, pour moi, de compagnon, de consultant, de super stagiaire, avec qui on peut discuter, échanger sur différentes choses. Moi, je sais que je l'utilise au quotidien pour, par exemple, m'aider à, des fois, à me donner un angle de vue un peu différent sur des choses que je peux faire. Toujours dans cette logique de consultation, de faire en sorte que la machine me donne un regard, mais que ce n'est pas elle qui est le dernier mot. Le dernier mot, c'est moi qui l'ai, parce que je sais où j'ai envie d'aller. En revanche, la machine peut nous aider par sa capacité, on va dire, à gérer énormément de données, et certainement peut-être plus que nous pouvons avoir dans notre cerveau, et bien de faire en sorte d'avoir la capacité d'avoir des angles de vue un peu différents, d'avoir des réflexions qui peuvent être un peu différentes. C'est vraiment une sorte de sparring partner avec qui moi j'adore échanger, mais avant tout, je le répète, c'est une machine qui ne doit pas avoir, on va dire, une logique enfin, on ne doit pas penser que parce que c'est une machine, elle est supérieure à nous. C'est absolument pas vrai. Alors, Damien, Musk, il a annoncé récemment que les IA robotiques allaient remplacer dans le travail les individus humains et que le travail allait devenir un hobby. Est-ce que tu abordes ça dans tes conférences? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors oui, il y a une des conférences qui aborde cette question du monde du travail. D'ailleurs, c'est la keynote d'introduction qui traitera de l'impact économique de l'intelligence artificielle générative. Elon Musk, il dit beaucoup de choses, hein. Donc, mais cependant, c'est quand même intéressant de l'écouter. Et puis, c'est pas que lui, hein. Il y a beaucoup aujourd'hui de promoteurs de l'intelligence artificielle qui viennent donc des États-Unis, qui promeuvent une société quasiment des loisirs, en nous disant bah, demain on fera autre chose, on aura du temps pour nous. Alors bien sûr, ils sont bien placés pour parler de ça parce que eux, ils ont les moyens d'avoir du temps libre. Et la question de fond, c'est qu'est-ce que, on va dire, la majorité des gens pourraient faire de ce temps s'ils n'ont plus de travail. Ça, c'est un vrai questionnement. Tu en parlais il y a quelques instants sur l'aspect de la robotique. Oui, il est vrai que la robotique, un peu comme il y a 20, 30 ans, 40 ans, la robotique a remplacé certains postes sur des chaînes de montage, par exemple l'automobile, mais on va dire il peut y avoir d'autres chaînes de montage. La question de fond, c'est quelle va être la place de personnes comme vous et moi qui ont aujourd'hui la capacité de se dire oui, une machine peut prendre une partie de notre travail. Donc ça repositionne, ça recompose, on va dire, le monde du travail, un peu comme lorsque le moteur à explosion a été inventé, eh ben, les conducteurs de calèche, ça a été un peu compliqué pour eux. Donc véritablement, il y a cette question-là. Je pense qu'il ne faut pas l'éluder. Il faut se dire vraiment, oui, ça risque d'arriver. Dans combien de temps? On ne sait pas trop. C'est une direction manifeste qui est en train de se dessiner. Comment on réinvente cela? Mais la réponse qui est de dire à chaque fois, bon, on aura plus de temps libre pour nous, je trouve que c'est une réponse un peu facile et qui élude ou qui évite beaucoup de problématiques sociales. Bon, alors pour l'instant, en tout cas, l'intelligence artificielle, comme vous le disiez, Damien, nous permet surtout finalement d'augmenter nos capacités. Et pour ça, il faut avoir un petit peu de sens critique, un peu de recul, vous le disiez, sur cet outil. Et c'est justement l'un des thèmes forts de vos conférences cette année. Alors, quels sont les signaux, selon vous, justement, qui montrent que la société manque aujourd'hui encore de recul sur l'intelligence artificielle ? Euh, On le voit si on prend les chiffres des usages on va dire par exemple de l'IA générative. Alors, juste un petit point, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en général. Le mot, c'est beaucoup, on va dire, généralisé, mais il est un peu galvaudé. Ce que je veux dire par là, c'est que l'IA en elle-même, c'est quelque chose qui existe depuis une cinquantaine d'années. En revanche, il y a depuis 3 ans, on va dire, l'arrivée de ChatGPT a mis un peu le feu aux poudres et a rendu générique, ou tout au moins accessible, une technologie au plus grand nombre. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, cette intelligence qui est capable de nous parler. Enfin, intelligence, on pourrait en reparler aussi, mais on va dire cet outil qui est capable d'échanger avec nous, de générer une réponse à une question qu'on va lui poser sous forme d'une phrase, ce qu'on appelle un prompt. Ce qu'on constate quand on regarde les usages des IA génératives, c'est qu'on constate de plus en plus que c'est un peu des outils à tout faire. Dans les premiers usages, on va avoir quoi? Eh bien, on va avoir dialogué avec la machine pour, par exemple, en faire mon psy.
C'est un des premiers usages. Ça peut aussi être demander à la machine de m'aider à faire un voyage, organiser de l'information, et ainsi de suite. Donc il y a une sorte de délégation, on va dire, mentale que l'on a aujourd'hui de notre cerveau. C'est une sorte de second cerveau. On va faire en sorte d'échanger avec la machine pour qu'elle puisse nous apporter des réponses que l'on pense ne pas avoir ou essayer d'aborder, on va dire, une multiplicité d'informations, essayer de nous les synthétiser. L'exemple typique, c'est aide-moi à trouver, par exemple, je ne sais pas, ça pourrait être la meilleure école de communication et de journalisme ou la meilleure assurance, la meilleure banque. Et on pense que la machine a une sorte de sublimation et de capacité de voir toute l'information possible et de nous la hiérarchiser. Or, le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Elle va être partielle et partiale dans ce qu'elle va brasser comme information, et donc c'est un peu une boîte noire. Et donc le premier élément, c'est finalement d'avoir du recul, de la compréhension que cette machine-là n'a pas, on va dire, c'est pas un oracle. Ça reste une machine avec les biais, avec ses zones d'erreur, avec aussi les informations qu'elle ne connaît pas. Et le premier élément relatif à l'éducation à l'IA, c'est ça. Et c'est aussi, pour finir, ce qu'on constate, c'est de voir que lorsque aujourd'hui on a de plus en plus de jeunes, notamment étudiants, notamment qui échangent avec la machine comme avec un psy, et quand on leur demande pourquoi, la réponse est la machine ne va pas me juger. Alors ce n'est pas faux, mais ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose aussi qui peut être un biais, parce que quand on dialogue avec une machine qui, elle, je le répète, n'a pas de conscience ou n'a pas de libre arbitre, eh bien au bout d'un moment on risque d'avoir plutôt on va dire une sorte de miroir déformant de qui nous sommes, et ça peut apporter dans certains cas même des problèmes. Ça n'aide pas forcément, et on le sait, on l'a vu dans l'actualité, même des personnes des jeunes notamment, qui se sont suicidés parce que finalement la machine n'a pas su leur dire de se tourner vers les bonnes personnes au bon moment. Peut-être aussi nourri leur propre peur et leurs propres difficultés. On continue à en discuter bien évidemment juste après la pause, mais d'abord c'est votre dose quotidienne de tech, c'est le ZapTech. Allez, chose promise, chose due, Dylan Colère a sélectionné pour vous ce qui se fait de mieux sur Internet. Tracy lands first and Tanner Faust jumps second. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invité Damien Douani, responsable de l'innovation pédagogique pour Narrative. On va continuer nos échanges dans un instant, mais d'abord place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech.
Jeanne, aujourd'hui, vous faites un pas en dehors de la tech puisque vous vouliez absolument nous parler d'une BD bouleversante sur le parcours d'une rescapée de Daesh, son titre « En quête de liberté ». Un livre qui commence par ces mots « J'ai vécu les pires choses qu'un humain puisse subir et pourtant je n'ai jamais cessé d'espérer ». Le livre retrace le parcours à la fois tragique et incroyablement courageux de Sana, revenue de Daesh. Sana, ou plutôt celle qui se fait appeler comme telle pour des raisons de protection. Et le roman graphique « En quête de liberté » a été coécrit avec Gaëlle Joly, envoyée spéciale pour Radio France. Et ça, c'est une histoire vraie du début à la fin. L'histoire vraie d'une jeune fille de 15 ans. On est en 2014, sa mère lui dit « On t'emmène en voyage en Algérie », sauf qu'elle atterrit en réalité à Istanbul avant de monter dans un van qui va traverser le désert pendant des heures pour atteindre Gaziantep, puis destination finale, Al-Bab en Syrie. Et donc on est en 2014 et à cette époque-là, l'État islamique règne sur ces territoires, n'est-ce pas? 3 ans que les forces djihadistes ont profité du chaos qui a suivi la guerre syrienne pour imposer leur califat autoproclamé, où ils se font rejoindre par, selon les données de la DGSI, plus de 5000 individus qui sont passés dans la zone syro-irakienne depuis 2012 et plus d'un quart d'entre eux viennent de France, parmi eux Sana, jeune fille adolescente de 15 ans. Et pour une adolescente, une fille de surcroît, ça change quoi? Ça change tout. Dès son arrivée à Al-Bab, en 3 jours, elle reçoit, Sana, 56 demandes en mariage. Et elle le raconte sur France Inter, au micro de Sonia De Villers. Tout se sait là-bas. Dès qu'il y a une personne qui rentre en Syrie, ils savent il y a combien de femmes, est-ce que les femmes elles sont mariables, c'est comme ça qu'ils le disent là-bas. Donc ils sont tous venus. Ils venaient tous les jours, j'entendais venir toquer à la porte. Il y avait des femmes à prendre. Exactement, mais j'étais la seule parce que toutes mes tantes étaient mariées. Déjà mariées. Elle est donc mariée à un djihadiste belge, tombe enceinte de sa première fille à 16 ans, lumière dans l'obscurité. Son quotidien, la peur H24, raconte-t-elle. Peur de sortir, peur pour ses filles, peur des brigades féminines de la Hisba qui patrouillent, pas les bonnes chaussures, pas le bon voile. C'est une pluie de coups de fouet qui les attend. Et pour le reste de la population, pas seulement pour les femmes, j'entends? Alors, c'est des situations qui sont apocalyptiques où l'histoire donne l'impression d'avoir dérapé. Sur la place Al-Naïm à Raqqa, par exemple, on voit à la fois le I Love Raqqa, inspiré du I Love New York, et à la fois, et c'est sans doute pour ça, les exécutions publiques. Pour ceux qui ne respectent pas le jeûne, la décapitation. Pour ceux qui sont des voleurs, eh bien, les mains coupées, on le sait trop bien. Et Sana raconte l'horreur. Pendant les exécutions, les djihadistes plaçaient les enfants au premier rang et leur demandaient d'applaudir. Mais les Occidentaux interviendront bientôt. En 2016, la coalition internationale menée par les États-Unis, rejointe par 60 pays, dont la France, vont anéantir l'État islamique. Mais pour les familles, les femmes et les enfants capturés, c'est le début d'un autre cauchemar. Les camps, dit-elle, c'est pire que les bombardements. Celui d'Al-Hojj, tenu par les Kurdes, a enfermé à ciel ouvert 70 000 femmes. Là-bas, pas d'eau potable, des diarrhées pendant 1 an. Sana pèse 40 kilos, ses filles manquent de lait. Selon l'ONG Save the Children, en moyenne 5 mineurs y meurent chaque semaine. Mais elle est aujourd'hui en France et en sécurité. Oui, sauf que sa rapatriation s'est faite contre l'avis de sa famille. Tu vas donner tes enfants aux koufars, mécréants en français, dit sa mère. Les Français frappent et violent les enfants qui rentrent en France, dit sa tante. Il faut donc un sacré cran pour revenir. En France, la DGSI la soupçonne évidemment de complicité terroriste. Tous les jours, elle pointe au commissariat et elle est séparée de ses enfants pendant des mois. Mais fort heureusement, il y a une fin heureuse à cette histoire. Exactement. Alors, on n'imagine pas forcément le bonheur que c'est de revoir Roubaix. Et pourtant, eh bien, pour elle, c'est un sentiment de soulagement et de joie qu'on peut difficilement imaginer. Elle va trouver l'amour, elle va retrouver ses 2 enfants et elle le dit, tout ça, résister, tenir à tout prix, je l'ai fait pour mes 2 filles. Bon, effectivement, on termine sur une note un petit peu plus joyeuse. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette recommandation lecture. Quant à notre émission, on va repartir sur un tout autre sujet puisqu'on parle d'intelligence artificielle, de sens critique, de recul. C'est dans la seconde partie du talk. Et c'est toujours avec mon invité Damien Douani, responsable de l'innovation pédagogique pour Narrative. Alors Damien, on reprend cette émission avec une question un petit peu philo. Finalement, est-ce que selon vous, l'IA amplifie ou révèle les failles de notre esprit critique, puisque c'était le sujet en première partie d'émission?
C'est un sujet quasiment philosophique. C'est, je pense que l'intelligence artificielle et puis globalement, on va dire, les technologies ont tendance à nous éblouir. Elles ont tendance un peu à nous faire un peu le syndrome du lapin dans les phares de la voiture. Malheureusement, c'est tous comment finit le lapin très souvent. Et donc, la question de fond, c'est comment ne pas être ébloui. On aime les tours de magie. Et il ne faut pas se mentir, l'IA en général, ça fait très tour de magie. Il y a quelque chose qui est assez, effectivement, assez surprenant. Pour toute personne, quiconque, même moi aujourd'hui, qui échange, par exemple, de manière vocale avec une IA générative, ça reste bluffant. Quand vous avez un enfant qui discute avec une IA générative et lui pose une question sur un sujet comme pourquoi est-ce que le ciel est bleu et qui lui dit je suis un enfant de 5 ans et l'IA adapte le discours et sa réponse, c'est bluffant. Donc très clairement, là-dessus, c'est pas évident on va dire, de ne pas être ébloui, de ne pas être, on va dire, ne pas se retrouver un peu, on va dire, emporté par cette dimension d'anthropomorphisme que les promoteurs de l'IA générative poussent, parce qu'effectivement, il ne faut pas se mentir, tout ça, ça reste une machine qui est programmée pour répondre comme cela. Et cette notion d'anthropomorphisme, par exemple, elle est sciemment créée par les développeurs de ces outils pour créer une sorte de proximité et donc faire baisser les barrières de réticence que l'on peut avoir vis-à-vis de ces outils. Et donc, ça peut effectivement nous faire tomber à un moment dans quelque chose d'autre, qui est cette dimension un peu de se dire, cette machine, elle est très proche de moi, elle me parle, elle me comprend, ainsi de suite. Alors que c'est là où effectivement, il est nécessaire d'avoir un peu de recul et de distance pour bien comprendre que ça reste un miroir déformant. Bah alors pour développer cet esprit critique, bien évidemment, il y a aussi le fait qu'on intègre ces outils à l'école. Vous, chez Narrative, vous l'avez fait. Alors comment est-ce que vous les intégrez dans vos enseignements de sorte que les élèves apprennent à maîtriser et à comprendre cet outil ? Alors c'est vrai que le sujet de l'IA Gen avec l'éducation, c'est un peu je t'aime moi non plus. Lorsque l'outil est arrivé, il y a des écoles qui ont immédiatement dit nous on n'en veut pas. Nous de notre côté, on a dit on y va tout de suite. Pour une raison simple, c'est on a compris que ça allait être une déferlante qui n'était pas un effet de mode. Et dans les premiers métiers que l'on a on va dire dans la liste, le top 5 des métiers qui risquent d'être, on va dire, pour qui ça risque d'être compliqué, eh bien, il y a les métiers de la communication, du journalisme, mais aussi notamment du marketing, etc. Donc, en tant qu'école de com et de journalisme, ne pas immédiatement s'intéresser à cela et intégrer ça dans nos programmes, ça nous paraissait être quasiment une faute professionnelle. Donc aujourd'hui, on a des enseignements de la première à la dernière année pour absolument tous nos cursus, dans lequel on va dire, on va les initier déjà à comprendre comment fonctionnent ces outils-là, à les manipuler, à les utiliser et à faire en sorte qu'ils soient vraiment intégrés dans les cursus au mieux. Donc quand on dit il y a des cours à la fois d'IA, et puis aussi dans les autres cours, il y a des modules qui utilisent l'intelligence artificielle, mais toujours avec cette notion de ça reste un outil. C'est en fait une IA, c'est une boîte à outils. Et on va choisir le bon outil pour l'utiliser pour la bonne chose, mais ça ne doit surtout pas être une fin en soi. Et c'est un peu le problème d'ailleurs, très souvent qu'ont les étudiants en général, et même on va dire quand on n'est plus étudiant, hein, c'est cette dimension de raccourcir la distance entre un point A et un point B parce qu'on a la sensation que ça permet d'aller plus vite et donc de gagner du temps. C'est ce que j'appelle le syndrome de la calculatrice. Plus besoin d'apprendre les tables de multiplication, la calculatrice le fait pour moi. Or, le problème, c'est que la table de multiplication, ça reste quelque chose qui est important d'abord pour sa culture personnelle et puis aussi pour dans la vie de tous les jours parce qu'on n'a pas toujours une calculatrice sur soi. Et c'est un peu la même chose avec l'IA. Il ne faut pas vouloir tomber dans cette dimension de raccourci pour pouvoir finalement rendre ma copie et bon, c'est fini. Non. C'est véritablement une question de structuration d'esprit pour comprendre comment cet outil-là peut nous aider et véritablement être notre compagnon, mais tout en étant nous-mêmes maîtres. Parce que si je dois résumer ce que c'est qu'une IA Gen aujourd'hui, c'est un outil qui a la capacité, on va dire, d'un adulte de synthétiser l'information et on va dire de la donnée. À la fois, il y a des erreurs, mais surtout, à la base, ça reste un outil qui est pas plus évolué qu'un enfant de 4 ans dans sa compréhension. En clair, si on lui écrit un prompt et qu'on oublie des éléments, il ne va pas comprendre.
Bon, alors pour revenir un peu plus largement sur l'événement Génération AI, vous en êtes donc le co-organisateur et le programme réunit aujourd'hui Oxford, l'EHESS, Neoma, Innov et tant d'autres acteurs, bien évidemment que je ne peux pas citer, sinon ça serait un petit peu trop long. Alors pourquoi ce dialogue finalement entre chercheurs et écoles est-il aussi crucial aujourd'hui selon vous ? Parce qu'il est important et crucial d'avoir à la fois une compréhension pratique des choses et une compréhension, on va dire, plus prospective, si l'on peut dire, autrement de comprendre vers où va la recherche. Les deux vont de pair. Et donc, à la fois avoir de la recherche sur les sciences sociales ou bien sur l'usage, la mise en œuvre de certaines technologies avancées comme les agents IA dans l'éducation, mais pas que, c'est extrêmement important parce que ça permet d'abord de voir ce à quoi les élèves vont se retrouver confrontés lorsqu'ils vont sortir de l'école. Ça, c'est un premier point. Et puis, de l'autre côté, il y a la compréhension de savoir utiliser au quotidien ces outils-là, avoir, donc, on le disait, de la culture, de l'esprit critique, et puis être capable aussi de les utiliser réellement, parce que lorsque les élèves vont sortir de l'école, c'est ce qu'on va leur demander. Un peu comme lorsqu'il y a 20 ans, sur votre CV, vous mentionniez eh bien, que vous utilisiez parfaitement bien les outils bureautiques. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. L'intelligence artificielle, c'est un peu l'outil bureautique d'il y a 20 ans. Il faut expliquer qu'on sait manipuler ces outils-là. Et surtout, pour un point très important, c'est que si, en tant qu'élève, par exemple, jeune débutant, l'information, ou tout au moins la capacité que l'on a à donner de la valeur ajoutée à ce que l'on fait ne dépasse pas celui de la machine, autrement dit, si on copie-colle la réponse de la machine en se disant « c'est bon, ça a l'air bien », on valide le fait que finalement, on ne vaut pas plus que la machine. Et donc, par conséquent, on se retrouve avec des choses absolument ubuesques aujourd'hui, qui est que des entreprises aujourd'hui, par exemple de conseil, ne prennent plus de stagiaires. C'est hallucinant. Donc, par conséquent, ça veut dire qu'il faut que les élèves eux-mêmes comprennent que quand ils vont rentrer dans le monde du travail, il faut déjà qu'ils soient meilleurs que la machine et qu'ils comprennent qu'en la manipulant et en sachant la maîtriser, eh bien, ils vont être meilleurs qu'elle et ne surtout pas partir dans le tropisme ou l'erreur qui pourrait être de dire « je vais vite, je copie-colle et bon, c'est réglé ». Ça, malheureusement, c'est des choses que je vois, mais c'est important d'avoir ça. Et donc, l'intervention de ces chercheurs, tout comme de ces écoles, vont avoir pour objet d'explorer un peu tout ça et de comprendre aujourd'hui les enjeux pédagogiques de l'IA dans des programmes. Ce qu'on retiendra aujourd'hui de cette discussion, c'est que l'IA n'est pas qu'un outil, c'est une nouvelle culture qu'il faut apprendre ensemble avec du recul et de la méthode. Et pour ce faire, rendez-vous du 9 au 11 décembre à la Défense pour 3 jours de conférences autour de l'intelligence artificielle. Ça s'appelle Génération AI. Et si vous avez de la chance, vous y croiserez peut-être même Damien Douani. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci aussi à Jeanne Dreyfus pour sa chronique. Merci aussi aux équipes en régie et à Edouard Deniau d'avoir produit cette émission. Mais surtout, merci à vous de toujours être fidèles à l'école du futur. On se retrouve dès demain avec grand plaisir sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.